On est super entraîné à faire toutes les actions, là, que ce soit dans l'avion ou une fois rendu dans les airs. On sent qu'on est prêt, mais finalement, le vrai test, c'est toujours au premier saut de passer la barrière de stress. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Les gens pensent souvent que l'armée, c'est des gens qui courent partout dans les bois avec des fusils ou qui bottent des portes ouvertes. Mais en vérité, il y a toutes sortes de spécialisations qui nous permettent d'accomplir certaines tâches, comme être parachutiste, des soldats qui sautent en bas des avions et des hélicoptères pour se rendre à des places difficiles d'accès. Nous voici avec sergent Rémi Collin Deschênes du 3e bataillon Royal 22e Régiment qui nous parle à partir de Valcartier, Québec. Et lui, il va nous parler de qu'est-ce que c'est d'être un parachutiste. Bienvenue au balado! Salut, merci de l'invitation. Ouais, c'est bien que vous êtes ici. Ça fait longtemps qu'on essaie d'arranger quelque chose avec des parachutistes, fait que ça fait du bien de sauter là-dessus finalement. Ouais, bon, on est bien content d'être là aussi. Donc, parlez-moi un petit peu de la première fois que vous avez fait un saut. C'était quoi l'expérience de faire votre premier saut? Alors, la première fois que j'ai fait un saut en parachute, c'était avec les Forces armées canadiennes, c'était en 2009. Ça faisait quelques mois à peine que j'étais rentré dans les forces. On était à Trenton pour la partie de saut du cours. Puis mon premier saut était en Skyvan, qui est comme un petit avion là, carré. Puis j'étais 3e dans l'ordre des sauteurs. Alors, au moment de sauter dans le vide en parachute, quand c'était rendu à mon tour, on sautait tout seul pour la première fois. J'étais tellement nerveux que j'aurais voulu sauter héroïquement ou être brave. Mais finalement, je me suis plus laissé tomber dans le vide pour la première fois que j'ai sauté seul en parachute. C'est drôle aussi parce que, tu sais, on pense tout le temps là, comme « Ah, tellement brave, là, les gens, là, ils ont peur de rien », mais c'est comme avoir peur, ça fait presque partie de l'expérience. Ah, je pense que oui. Ben, une fois que le parachute est ouvert, puis je me suis assuré, dans le fond, que j'avais le support de mon parachute, c'était une expérience qui était vraiment inoubliable parce que dans l'avion, pendant la préparation, il y avait beaucoup de bruit. On suit les instructions, on fait la vérification sur nos équipements. Puis une fois qu'on est sorti et qu'on se retrouve seul, entre guillemets, dans les airs, ben c'est super silencieux. On entend juste le vent qui nous pousse là, dans notre dérive. Puis, dans un sens, on est comme, même si on est plusieurs dans les airs, on est un peu seul au monde en dessous de notre parachute. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Qu'est-ce qui vous a attiré à devenir un parachutiste? Avant de rentrer dans les forces armées canadiennes, j'essayais de trouver de l'inspiration, de la motivation là, un peu partout autour de moi, là, par l'Internet ou par des témoignages de d'autres mondes qui avaient déjà joint les forces, mais aussi au travers le cinéma, que ce soit les films ou les séries. Puis à l'époque, moi, je me rappelle, j'ai écouté la série Band of Brothers. OK. En fait, c'est assez connu aujourd'hui, là, mais ça suit une troupe aéroportée de l'entraînement préparatoire jusqu'à leur saut en Normandie, puis après ça, tout le restant du conflit là, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, ça avait vraiment attiré mon attention. Puis quand je les voyais s'entraîner avec les techniques de l'époque, qui sont quand même pas si différentes des techniques qui sont aujourd'hui, ben ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis en rentrant dans les forces, là, j'avais comme intention ou j'avais comme défi pour moi-même d'aller chercher mes ailes de parachutiste. C'est une vraiment bonne série en plus, fait que ça doit bien ça. Ah oui, c'est une excellente série. C'est sûr que sauter en bas des avions, c'est une belle expérience pour la bonne sorte de personne. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est un rôle qui a été une capacité qui a été développée dans l'armée? Qu'est-ce que des parachutistes font actuellement? Il faut savoir que le parachute, c'est une méthode d'insertion à la base. Mm-hmm. C'est une méthode d'insertion qui va nous permettre d'insérer des troupes dans des terrains qui peuvent être un peu plus difficiles d'accès, là, que ce soit par de la présence ennemie ou encore par un terrain accidenté. Fait qu'avoir la capacité de pouvoir parachuter des troupes en terrain, ben ça nous évite tous les problèmes qu'on pourrait avoir là, justement à la cause d'un terrain qui est dangereux ou qui est très difficile d'accès là, par la route, si on veut. Et une fois atterri, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Une fois qu'on est atterri au sol, le but premier, c'est de se regrouper. Il faut faire ça assez rapidement, surtout si on se retrouvait, par exemple, en territoire ennemi. Puis une fois qu'on est retrouvé, ben à partir de là, on peut continuer avec les phases subséquentes de l'opération. Que ce soit une opération qui consiste à aller attaquer une position ou à aller faire un écran. Ce que je veux dire par là, c'est appliquer de la surveillance. Ben il faut continuer avec la mission une fois qu'on s'est regroupé dans un endroit qui a du couvert. Si on a des troupes attachées, des troupes un peu plus spécialisées, qu'on parle d'ingénieurs ou de techniciens médicaux, ben à ce moment-là, ils vont entrer dans l'ordre de marche de la formation de combat. Puis ils vont effectuer le déplacement avec la troupe jusqu'à la phase où ces spécialistes-là vont être nécessaires. C'est sûr qu'il y a une valeur à cette capacité-là, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à être parachutiste?
Bien, ça sert qu'on peut plus facilement insérer une grande quantité de troupes. Dans le cas d'un C-130, on parle d'une quarantaine de parachutistes là, avec leur équipement par avion qui vont faire une descente en parachute sur un terrain difficile d'accès, peut-être entre 45 et 60 secondes. Donc, l'avantage que ça a, c'est que ça permet d'amener beaucoup, beaucoup de troupes qu'on dit légères, parce qu'ils vont se déplacer à pied, bien, au sol. Puis c'est sûr qu'il y a des limitations à ce format-là aussi parce que éventuellement, il va manquer d'équipement ou comme, admettons, de la nourriture, des munitions, des choses comme ça. Comment est-ce que vous gérez ces défis logistiques-là? Bien, chaque parachutiste qui va être déployé, là, qui va être inséré en parachute pour une mission, va être autonome en eau, en ammunition, pour une période d'environ 24 à 72 heures. Passé ce délai-là, ça prend un ravitaillement, que ce soit par la route, dans un cas où, admettons, les forces alliées auraient pu continuer avec l'avance, ou encore, ça peut se faire par un ravitaillement aéroporté, c'est-à-dire qu'on peut larguer de l'équipement d'un avion. Puis quand je dis équipement, on parle d'eau, on parle de rations, d'équipements spécifiques ou encore de munitions. Fait que ça peut se faire par les airs aussi. Et en parlant d'équipement, je comprends qu'il y a des sortes de sauts différents. Tu as ton centre d'ouverture automatique ou de la chute libre. C'est quoi la différence entre ces expériences-là? La différence va surtout se retrouver là, au niveau de la forme du parachute. Quand on parle de sangle automatique, là, c'est ce qu'on appelle plus communément, nous autres, le parachute rond, qui est un parachute plus petit, qui n'est pas dirigeable, tandis que quand on parle de chute libre, c'est là qu'on peut entendre le terme parachute carré. Pour faire une différence rapide entre les deux, le parachute carré, il y a ce qu'on appelle une pénétration. Ça veut dire que lui, même s'il n'y a aucun vent qui est dans les airs, ce parachute-là va avancer dans une certaine direction. Puis ils n'ont pas aussi la même grandeur de voilure. Fait que ça veut dire qu'avec un parachute carré, qui est plus gros en fait qu'un parachute rond, on peut avoir une charge d'équipement qui est plus lourde. Tandis qu'un parachute rond, on est restreint à environ 300-325 livres total. Puis ça inclut le poids de l'équipement, le poids du parachute, puis puis le poids du sauteur, bien évidemment. Je sais qu'il y a du monde qui font du parachute récréatif, mais j'ai entendu dire que la différence entre comme du saut récréatif puis militaire, c'est le but, c'est de descendre la personne de l'avion à la terre aussi rapidement que possible sans avoir de problème. Bien, c'est exactement ça. En fait, quand on parle de parachute militaire, surtout dans mon expertise à moi, on parle de parachute rond. Puis quand je disais une descente entre 45 et 60 secondes environ par sauteur, c'est parce qu'on saute à une hauteur de 1200 pieds. À l'inverse du parachute qu'on dit récréatif, qu'eux autres vont sauter à 12 000 pieds. On saute donc 10 fois moins haut qu'eux autres. Tout ça dans le but d'amener les troupes le plus rapidement possible au sol. J'imagine que ça donne moins de temps à régler des problèmes quand c'est en train d'arriver d'abord. Non, effectivement, si on a un pépin à l'ouverture du parachute ou pendant la descente, ben il faut être prêt à réagir là, très vite. C'est pour ça qu'on s'entraîne énormément afin que les drills qu'on apprend, les actions à prendre lors de certaines situations, ben, que ça devienne comme un réflexe pour un parachutiste. Chaque parachutiste est équipé d'un parachute principal, mais il y a aussi un parachute de secours, une réserve en fait qu'on va appeler, puis qu'on va pouvoir actionner dans le cas d'un problème. C'est très, très, très rare qu'un parachute principal va avoir une malfonction en parachute rond. Et c'est quoi l'utilité de la chute libre en comparaison de comme un parachute rond? Bien, un parachute rond, comme on disait tantôt, le but étant d'atteindre le sol le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on saute à une hauteur qui est moins haute qu'un parachute carré. Le parachute carré, l'avantage que ça l'offre, c'est qu'en sautant plus haut, on peut aussi ouvrir notre parachute plus haut, ce qui nous permet de couvrir une plus grande distance sous la voilure. Alors, ça peut nous aider au niveau d'une insertion, dans le sens qu'en ouvrant plus haut, on peut couvrir une plus longue distance d'insertion en étant plus rapide parce qu'on est dans les airs puis poussé par le vent. La chute libre, est-ce que c'est plus pour des tâches de grande taille ou est-ce que c'est peut-être plus pour des tâches plus spécialisées? Bien, il faut dire que la chute libre dans les forces armées canadiennes va surtout être utilisée par les forces des pelotons de reconnaissance ou des pelotons de tireurs d'élite de snipers. Donc, éventuellement, oui, tout le monde pourrait être formé sur le parachute en chute libre, mais c'est surtout ces métiers ou ces spécialisations du métier d'infanterie qui vont se servir de cette méthode d'insertion-là. OK, je comprends, parfait. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment on peut naviguer avec un parachute? Comme je comprends bien que des parachutes ronds, peut-être tu peux pas nécessairement te promener autant, tandis qu'en chute libre, c'est plus conçu pour ça. Bien, vous pourriez être surpris parce que c'est sûr qu'un parachute rond, ça n'a pas de pénétration en tant que tel, mais il est influençable. Alors, on peut toujours ralentir ou accélérer sa dérive. C'est sûr qu'on ne pourra jamais aller contre le vent avec un parachute rond.
un parachute carré, ben il y a des sangles qui servent pour diriger le parachute. Puis lui, étant donné qu'il y a une pénétration, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de diriger le parachute dans les endroits où on va aller. Mais à la fin de la journée, ça reste toujours que le vent, c'est le facteur le plus, je vais dire, dominant au niveau d'une descente en parachute, parce qu'on peut faire bien des choses pour essayer de lutter contre le vent, mais il va toujours finir par avoir le dernier mot, si on veut. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une histoire ou un exemple d'un temps où le vent aurait eu un impact inattendu sur ce que vous avez fait? On a fait un saut il y a quelques années. Là, on faisait une insertion là, en vue d'un exercice. Donc, on s'insérait en parachute de nuit. Et puis, on partait, on faisait des manœuvres, on allait faire une attaque. Là. Ça se passait dans des secteurs civils sur la rive sud de Québec. Puis, malgré que le briefing météo pour ce saut-là, cette nuit, disait que les vents seraient calmes, finalement, les vents étaient plus forts que prévu. Puis moi, je me suis retrouvé à être poussé un peu plus sur la fin de la zone de largage. Mais il faut dire que ce qui était juste au côté, ce qui entourait en fait la zone de largage, c'était un champ de maïs. Alors, c'est sûr que j'ai tenté du mieux que je pouvais là, avec les techniques qu'on m'avait enseignées, puis des techniques qu'il faut utiliser, en fait, de ralentir ma dérive pour atterrir sur la zone de largage. Mais ça n'a pas été suffisant, puis je me suis ramassé, j'ai atterri dans le champ de maïs à côté. Là. On m'avait perdu de vue pendant quelques secondes, là, jusqu'à temps que je ressorte avec 2-3 épis de maïs. Oui, c'est ça. C'est comme qu'ils disent, l'ennemi a toujours un vote, mais j'imagine que le vent a toujours un vote aussi. Oui, ça, c'est bien vrai. Donc, c'est sûr que sauter pendant le jour, tu vois tout. En général, c'est probablement plus ou moins facile, mais comme la majorité des tâches à l'armée, des fois, c'est plus difficile la nuit. C'est quoi la différence entre le jour et la nuit en termes de saut? Bien, la plus grosse différence entre le jour et la nuit, ça va être bien sûr la visibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que tout dépendamment de la Lune ou de la couverture du ciel, si c'est nuageux ou si ça ne l'est pas, ben, la lumière de la Lune va pouvoir nous aider ou dans le cas où elle ne sera pas présente, ne nous aidera pas. Donc, il peut faire très noir. Ceci étant dit, en entraînement, on va toujours s'assurer d'illuminer la zone de largage, le point d'impact principal, ainsi que les limites, si on peut dire, avec des lumières. Mais il faut penser qu'en situation opérationnelle, ben, on n'aura probablement pas le luxe de mettre des lumières au sol. Donc, il faut s'entraîner à être capable de discerner le sol avec la lumière de la Lune, puis être capable de passer au travers de nos actions dans les airs pour s'assurer d'atterrir sécuritairement. Donc, c'est qui peut devenir parachutiste? Le plus grand prérequis pour devenir un parachutiste dans les forces armées, c'est tout d'abord d'être volontaire. Ouais. C'est vrai, dans le sens que la formation est offerte à tout le monde. Maintenant, ceci étant dit, on va retrouver des parachutistes plus souvent dans les métiers de combat, qu'on parle des fantassins, qu'on parle des artilleurs, des ingénieurs de combat, mais qu'on parle aussi de techniciens médicaux qui sont souvent attachés à des troupes d'infanterie démontées. Et qu'est-ce que de l'air l'entraînement? C'est quoi le processus d'entraînement? Tu as été choisi pour devenir parachutiste. C'est quoi les étapes d'entraînement? Mais une fois qu'on est choisi, le cours, lui, en tant que tel, dure 3 semaines. On parle de 2 semaines d'entraînement dites au sol. Après ça, avec une semaine de saut que, dans le jargon, nous, on va appeler J-Stage. Oui, le jump stage. Exactement. À ce moment-là, les candidats, les apprentis sauteurs, si on veut, vont passer au travers de l'entraînement au sol qui consiste en toutes les étapes d'un saut, à partir de la préparation de l'équipement, aux actions à prendre dans l'aéronef avant de sauter, à toutes les actions à prendre pour les situations qui pourraient arriver pendant qu'on est dans les airs sous la voilure et finalement, lorsqu'on atterrit. C'est sûr que vous faites un entraînement initial, mais suite à ça, j'imagine que vous faire des sauts réguliers ou quelque chose pour maintenir ces compétences-là. C'est quoi ce processus-là? Ben moi, je fais partie de la compagnie para du 3e bataillon Royal 22e Régiment. C'est-à-dire que c'est là où les fantassins en position de parachutistes se retrouvent. Fait que nous, en plus de faire l'entraînement, je vais appeler ça normal, que tous les fantassins font, que ce soit de l'entraînement de manœuvre en campagne, de tir, tout ça, mais il faut se garder à niveau, là, au niveau du parachutisme. C'est-à-dire qu'on va faire des sauts, mais pour faire des sauts, ça nous prend des périodes d'entraînement ou de mise à niveau sur comment configurer notre équipement. On repasse toujours au travers des procédures en cours de vol ou encore des procédures dans l'avion pour tout le temps garder dans notre mémoire, pour que ce soit comme un réflexe, toutes les actions qui sont à prendre au travers des sauts. Pour vous, votre expérience, vous avez combien de sauts jusqu'à date? Moi, j'ai 104 sauts en static line, en ouverture automatique, puis j'ai un petit peu plus d'une centaine de sauts en free fall. Ah, c'est pas pire, ça. C'est quand même assez. Oui. Puis, est-ce que vous pouvez expliquer, comme je sais que c'est une affaire qui existe, est-ce que vous pouvez expliquer l'importance d'un carnet du saut pour des gens qui ne savent peut-être pas c'est quoi? Mais c'est important de toujours documenter chaque saut qu'un parachutiste ou qu'une parachutiste va effectuer.
en prenant des notes sur des parties du saut peut-être là, qui ont été un peu plus, qui se sont moins bien passées ou qui se sont bien passées aussi, afin de pouvoir tout le temps s'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après une centaine de sauts, parfois, on oublie les éléments ou les parties spécifiques d'un saut là, qu'on veut se rappeler parce que le nombre fait qu'on en oublie. Alors, documenter tout ça, c'est super important. Puis, c'est aussi important si on veut accéder à des formations dites supérieures, comme un chef largueur ou un instructeur en parachute, qui vont demander un nombre minimal de descentes. Alors, en documentant chaque saut dans un carnet de saut, puis en le faisant authentifier, parce que c'est une chose de les marquer, mais il faut tout le temps qu'ils soient validés par soit un chef largueur ou un instructeur en parachute pour confirmer que cette descente-là a été faite. Bien, ça nous permet d'avoir un tracking pour le futur, puis possiblement de pouvoir accéder à des formations plus poussées dans le domaine. Pourquoi est-ce que vous demeurez parachutiste? Bien, devenir parachutiste pour les Forces armées canadiennes, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'était une des grandes motivations pour laquelle j'ai rejoint les forces au départ. Ensuite, j'ai eu la chance de me développer là-dedans en devenant chef largueur puis instructeur en parachutisme rond. Mais quand même, au travers de tout ça, j'ai eu l'occasion, là, à travers chaque saut puis à travers chaque insertion pour un exercice, d'aller chercher l'adrénaline que ça m'a procuré au premier saut, que j'ai retrouvé à tous les sauts que j'ai faits, mais de deux aussi, de devenir meilleur dans cette discipline-là. Ça fait 14 ans que je suis dans l'environnement du parachutisme militaire, puis j'espère le rester encore longtemps. Donc, j'aimerais, mes plans de projet seraient probablement de poursuivre ma carrière d'instructeur en parachutisme militaire à Trenton, par exemple, ou là où l'école se retrouve. Ben, je vous souhaite vraiment. Ben, je vous remercie. Ben, merci d'avoir assisté au balado. Ça m'a fait plaisir. All right, parfait. Ça, c'était Sergent Rémi Collin Deschaines du 3e bataillon Royal 22e Régiment et moi, je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.